Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Comment va la boxe? Comment va la boxe? On revient sur l'actualité récente de la boxe. Je suis accompagné du fameux Malik. Malik, comment ça va? Salut JC, ça va, ça va. Et toi? Ça va très bien. Donc, comme je le disais dans le dernier Comment va la boxe, la semaine dernière, je t'attendais pour parler de certains sujets. Et ça tombe bien parce que, comme à chaque fois, je fais catégorie après catégorie. Je parle de la catégorie la plus basse jusqu'à la plus haute. Et ben, on va commencer avec les super coqs parce que on a le super champion, la star de la boxe. En tout cas, ouais, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des visages les plus emblématiques de la boxe, Naoya Inoue, qui va décider donc de laisser ses titres en poids coq, lui qui a réuni toutes les ceintures, pour monter défier le champion du monde WBC et WBO des poids super coq, Stephen Fulton. Donc franchement c'est une super belle affiche. Ça aura lieu le 7 mai, donc c'est dans pas si longtemps, au Japon. Donc c'est le champion le champion américain qui va venir défier son challenger chez lui au Japon. Donc c'est vrai que finalement c'est un profil assez atypique parce qu'en général le challenger vient défier le champion chez lui. Mais là, c'est vrai qu'on est dans un cas de figure qui est quand même particulier parce que la star, celui qui ramène l'argent, celui qui ramène vraiment la visibilité, c'est Naoya Inoue. Parce que on parle d'un gars qui est dans le top 5 ring, qui a même été le premier japonais numéro 1 ring, toutes catégories confondues. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour Fulton, il y a un coup à jouer. Et on sait que lui, il est chaud. Et justement, tu vas nous en parler de Stephen Fulton, Malik. Ouais, Stephen Fulton, donc champion unifié, champion de WBO et WBC des super coqs. Et ouais, il s'apprête à défier Naoya Inoue, qui est devenu champion incontesté contre Paul Butler. Donc dès que Fulton il a appris que Inoue il allait monter en super coq, donc sa team ils ont contacté Naoya Inoue. Et ouais, il a fait pas mal de concessions. Il va aller au Japon, ce qui en dit long sur son mindset. Et ouais, ça va être un combat impressionnant. C'est un combat que beaucoup de fans de boxe attendent, tu vois, parce que on peut dire que c'est les meilleurs de leur caté qui s'affrontent, tu vois. Même s'il y a Akhmadaliev, l'autre champion en super coq. Donc ouais, j'ai hâte vraiment de voir ce combat. Ce qui est intéressant, c'est que Fulton, comme tu le dis, il a voilà, un mindset, il a vraiment une motivation particulière par rapport à Inoue. On sait que depuis qu'il est devenu champion du monde, il a toujours eu en tête qu'il devrait défier Inoue s'il veut se faire un nom dans le monde de la boxe. Donc lui, on comprend ses motivations. On se dit, ah, c'est normal, Inoue, il le veut. Si Inoue, il veut monter chez les super coqs, bah, autant que ça passe par lui. Comme ça, il défie et puis déjà, il va faire le plus gros chèque de sa carrière. Et puis en plus, s'il le bat, il va faire le plus gros coup de sa carrière et sûrement le combat de sa carrière parce qu'il prend un mec qui est déjà considéré quasiment comme une légende, ou du moins une légende du Japon et des petites catégories. Parce que Inoue, je vous rappelle qu'il a battu pas mal de records du monde. Et donc lui, on peut comprendre ses motivations, mais c'est vrai que du côté d'Inoue, on se dit le gars, il monte de catégorie et il passe même pas par un petit combat de mise en jambe et tout. Non, il prend le champion. Donc c'est vrai qu'on sent que des deux côtés, c'est des mecs qui ont confiance en eux. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Ouais, c'est ça exactement. C'est Inoue et en plus il l'a tweeté. En fait il est à la recherche d'un nouveau défi. Et quoi de mieux que battre, tu vois, un Américain qui est très populaire aussi chez lui, tu vois. Stephen Fulton, il est quand même populaire. Mais Inoue, c'est simple. Il pense dans sa tête actuellement qu'il est le meilleur boxeur au monde, comme le dit Ring et ESPN. C'est entre lui et Crawford. Je sais pas, ils ont mis qui en premier. Mais voilà, il veut aller chercher un nouveau défi. Et voilà, se challenger. Ah ouais, moi, de toute façon, moi, Inoue, je le considérais l'année dernière comme le boxeur de l'année. Je suis très content que ce soit Bivol qui ait eu le titre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup défendu Inoue parce qu'on a tendance à un petit peu oublier les petites catégories, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu cette propagande japonaise l'année dernière. Mais c'est vrai que je suis très très content pour Bivol aussi. C'est un boxeur que j'aime énormément. Donc l'un dans l'autre, j'étais heureux. Mais alors, on va parler un petit peu de leur profil et de leur expérience à tous les deux. Donc, ils ont sensiblement le même âge. Fulton est un petit peu plus jeune, il a 28 ans, Inoue a 30 ans.
Ils ont sensiblement le même nombre de combats chez les professionnels. Il y en a 24 du côté d'Inoue, il y en a 21 du côté de Fulton. Je pensais qu'en termes de carrière amateur, Fulton aurait une plus grosse carrière amateur parce qu'on sait quand même que pour les Américains, les amateurs, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Tu vois, ils ont quand même cette envie encore de faire les Jeux Olympiques, tout ça. Les Japonais passent moins par ce parcours amateur. Chez toi, Malik, que tu aimes beaucoup le manga Hippo, dedans, c'est très bien expliqué. Comment on peut rapidement passer professionnel. C'est un peu une genre de journée de formation, voilà, et tu passes professionnel. Il n'y a pas vraiment ce parcours. En France, tu es obligé d'avoir une vingtaine de combats en amateur et après d'envoyer ton dossier à une commission qui va décider si oui ou non tu peux passer professionnel. Donc, chaque pays a un petit peu une réglementation différente. Tout ça pour vous dire que Fulton et Inoue, donc je suis allé vérifier là, pendant que tu discutais, Malik, pendant que tu donnais ton avis sur l'affiche. Et en fait, ils ont quasiment le même nombre de combats, environ 75 combats en amateur chacun. Donc, même sur ce niveau-là, bah en fait, ça s'équilibre. C'est assez drôle. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre leurs fiches? Je parle pas de leur profil de boxeur, hein. Je parle de leurs fiches. Leur fiche, je pense, c'est le niveau d'adversité. Je pense que si tu regardes la fiche de Stephen Fulton, je pense que ça va être son... si je me trompe pas, son 6e ou 7e boxeur invaincu, tu vois. Stephen Fulton, peut-être, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent vraiment, qui sont attardés sur sa carrière, mais c'est quelqu'un qui, dès qu'il était prospect, il affrontait des boxeurs invaincus. Et je pense qu'en termes de niveau d'adversité, je pense qu'il a plus été testé que Naoya Inoue, tu vois. Après, ça, c'est mon avis. Par exemple, contre Brandon Figueroa, contre Daniel Roman. Tu vois, je pense que vraiment, en fait, c'était surtout Brandon Figueroa. Je pense que ce combat, il était vraiment serré et c'était deux champions qui étaient vraiment dans leur prime. Tu vois. Alors que, par exemple, Inoue, quand il boxe Donner, c'est plus le Donner, par exemple, tu vois, qui avait affronté Rigondo, même si il était impressionnant, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est le niveau d'adversité. Même si, bien sûr, que Inoue, il a prouvé. C'est intéressant ce que tu dis, je peux l'entendre, c'est un bon argument. Pour moi, j'aurais tendance plutôt à voir l'expérience de Inoue dans le sens où Inoue, déjà, il y a une ascension fulgurante. Il est allé, il n'y a aucun boxeur qui est allé aussi vite prendre champion de son pays, champion de son continent, champion du monde, monter de catégorie et pareil, enchaîner les titres en montant de catégorie. Donc déjà, pour moi, il y a une expérience à ce niveau-là. De plus, il est allé chercher des titres à travers le monde. Il est allé boxer en Angleterre, il est allé boxer aux États-Unis, il est revenu boxer chez lui. Il a cette expérience aussi de l'unification des titres. Donc ça aussi, c'est quelque chose pour moi qui a forgé le Inoue qu'on connaît aujourd'hui. C'est très impressionnant. Malgré qu'il monte de catégorie, on peut voir que son punch, limite, il s'est étoffé finalement avec le temps, comme s'il l'avait aiguisé, plus il montait. On sent pas que c'est un gars qui, en prenant du poids, on le sent diminuer, tu vois, physiquement. Il est toujours aussi incisif dans ses attaques. Il est complet, tu vois, c'est un boxeur qui techniquement, il est complet. Très très offensif, tu vois, qui voilà, très très impressionnant. Son nom, c'est le monstre, mais voilà, il a ce côté très agressif dans sa boxe. Donc moi, je trouve qu'il a quand même cette expérience-là. Il a participé au tournoi Mohamed Ali. Donc c'est aussi des tournois qui t'obligent. T'as pas trop le choix de je vais prendre lui. Tu vois, t'es engagé dans un tournoi, donc il faut y aller. Là, c'est ton prochain adversaire. Donc je trouve qu'il a quand même, pour moi, cette expérience-là. Alors que Fulton, c'est un boxeur, si je me trompe pas, il a boxé que aux États-Unis, hein, comme beaucoup d'Américains en réalité. Hein. Donc je vais aller vérifier quand même, mais je crois bien. C'est ça? Ouais, après en boxe amateur, il a beaucoup voyagé. Beaucoup. Oui, bien sûr. Mais la boxe amateur et la boxe pro, c'est presque deux sports différents. Ouais, d'accord. Vrai. Mais c'est vrai que l'expérience à travers la boxe amateur, l'équipe américaine, c'est une expérience qui est à prendre en compte. Mais comme je l'ai dit, pour moi, japonais, entre le japonais et l'américain, je pense que ça s'équilibre. C'est sensiblement la même chose. Après, donc, il a affronté des adversaires solides, hein, ça je te le fais pas dire. On voit que, franchement, il a toujours affronté des adversaires qui avaient des jolis palmarès. Ça fait quoi, son 7e invaincu? C'est un super stock, hein. Je crois qu'il a fait tous ses combats en... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fait tous ses combats à peu près autour des 120, entre 120 et 125 livres, tu vois.
Donc c'est sa catégorie naturelle. Pour moi maintenant on va passer bon, non, ça reste dans la fiche. Pour moi là où je vois l'avantage un peu plus que toi, toi c'était plus par rapport à l'expérience. Moi là où je vois plus l'avantage de Fulton, c'est son gabarit. C'est son gabarit. Je pense que là on va être face à un vrai poids super coq. Et pour moi l'inconnu elle est plus ici, tu vois, par rapport à Inoue où je me dis là peut-être que je me dis que Inoue pour une fois il va tomber face à un mec qui va pas autant souffrir face à ses attaques, sous ses attaques. Donc c'est un peu le questionnement. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, toi? Est-ce que tu penses que physiquement, il va avoir un net avantage, Fulton? Ouais, je suis totalement d'accord parce que Inoue, il fait 1m65 et tu vois, il a une allonge de 171 cm, alors que Stephen Fulton, dis-toi, il fait 1m69 et il a une allonge de 179 cm. Ça veut dire 8 cm de plus d'allonge. Et comme tu disais, je pense que c'est sa catégorie naturelle, il sent bien, mais je pense que hors combat, tu vois, pour l'avoir vu dans les camps d'entraînement, dans les vidéos, je pense que c'est un poids plume, naturellement. Tu vois, donc je pense que ouais, ce sera l'homme le plus fort à ce moment-là. En termes de gabarit, je parle après de punch, on sait très bien que Inoue, son punch, voilà. Et je pense que c'est ça l'interrogation, c'est est-ce que le punch de Inoue, il va se transférer en super coq? Si il frappe aussi fort que quand il frappait en coq, là, Fulton, il va avoir un problème. Mais après, il y a aussi l'aspect technique, où je pense que Fulton, techniquement, c'est très bon. Donc, mais là, on va. Okay. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, physiquement, je pense que Fulton, il va être plus large que lui le jour du combat. Je pense. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Après, on va rentrer dans l'aspect un petit peu du combat. On va parler de leur profil de boxeur. Et là, on va revenir sur ce que tu as dit. Tu parles de la technique de Fulton. Et moi, je vais t'opposer à ça la technique de Inoue. Je regarde juste quelques commentaires. Je rappelle que ce podcast est enregistré en direct avec les membres de la chaîne Box Attitude. Donc voilà, donc c'est les avantages qu'ont les membres. Et donc certains membres nous disent, donc voilà, il y a Jérémy qui répond à Malik parce qu'ils se connaissent bien et qui dit que sur ce point-là ils sont d'accord. Là où ils divergent, c'est sur la catégorie des poids légers, super légers. On en reviendra justement après. Et alors c'est pas non plus une vidéo avant combat, donc on va pas non plus s'étendre super longtemps. Mais déjà c'est un combat qui est super excitant. Il y a Blad qui dit qu'il lui il est team Inoue. Juste on va parler quand même un petit peu de la différence de style de boxe, d'école de boxe, l'école américaine face à l'école japonaise. Donc oui, Fulton est technique. C'est vraiment voilà l'école américaine. Voilà, bien se protéger avec l'épaule du bras avant, boxer en contre, se déplacer, être presque insaisissable en fait. Hein. C'est très dur de le coincer, de le cadrer, de le bloquer. Après, je suis pas impressionné par ce boxeur dans le sens où je trouve pas que c'est un boxeur qui fait particulièrement mal, tu vois. Voilà, il est pas non plus super actif pour ces petites catégories. Donc, j'ai pas été très impressionné par ce que j'ai vu de Fulton. Par contre, il va être difficile à cadrer et à toucher. Ça, c'est réel. Maintenant, j'oppose à ça du côté de Inoue, pas forcément son punch, mais plutôt sa vitesse d'exécution. Je pense que ça va être la première fois qu'il va être face à un boxeur qui est aussi vif, aussi rapide. Ça va partir très très vite du côté d'Inoue. Surtout que il a cet avantage de venir des plus petites catégories, donc c'est vraiment un de ses atouts majeurs. Et Inoue, c'est aussi un boxeur très technique, mais c'est vraiment la boxe offensive. On va voir ce côté boxe défensive à l'américaine face à la boxe offensive du japonais. Et ça aussi, attention, c'est quelque chose qui peut convaincre les juges. Les juges peuvent être plus sensibles à un boxeur qui débite, qui est actif, qui donne beaucoup, en plus qui est la star. Voilà, on va pas se mentir, Inoue, il a aussi son influence, comme Canelo avait son influence, comme Joshua avait son influence, parce que c'est des stars de notre sport. Donc forcément, ça, il faut aussi le reconnaître, ça fait partie des sports de combat. Il y a des boxeurs comme ça qui ont une aura, qui font qu'ils sont impressionnants. Et Fulton, il va devoir en faire beaucoup pour aussi impressionner à son tour. Il en est capable, hein. Il en est capable. Il a vraiment de quoi opposer justement des arguments. Voilà, il a des cordes à son arc, comme on dit, pour opposer des arguments à Inoue, mais il va devoir en faire un peu plus que ce que j'ai vu dans ce dernier combat, parce qu'il va être face au plus gros défi de sa carrière, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses, Malik?
Ouais, je pense que les deux, déjà, ils seront face à leur plus gros défi de leur carrière. Je pense que tout ce que tu as énuméré, c'est les raisons pour lesquelles les fans de boxe doivent regarder ce combat. C'est un Américain qui a plutôt un style défensif, plutôt touché sans se faire toucher, et un Japonais qui a un style vraiment offensif, lui, et ça peut donner qu'un combat excitant. Donc ouais, je pense que ça va être un combat très très intéressant. Et il y a vraiment match, c'est vraiment un 50-50, je pense. Je pense qu'il y a des arguments pour l'un comme pour l'autre. Et pour revenir au statut de star, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Fulton il va au Japon, parce qu'il sait très bien que c'est là où il y a le plus d'argent. Même s'il y avait ce rematch potentiel avec Figueroa, tu vois, mais je pense que Inoue c'est une plus grosse star que le stade dans lequel ils vont aller à Yokohama. Tu vois, et je pense que c'est des milliers de personnes qui vont venir. Donc ouais, je comprends pourquoi il va aussi au Japon. Malik, avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que j'ai une question pour toi? Est-ce que tu Mhm. sais dans quel pays Mike Tyson a connu sa première défaite? Hmm, comme ça, je dirais où? Attends, sa première défaite au Japon? C'est au Japon. C'est Au au Japon. Japon. Ah, attention, Ok. attention les Américains qui vont au Japon. Ok. Non, en tout cas, Et il va devoir impressionner les juges, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu après, t'en les rappelles? Japonais, ils sont corrects, hein. Regarde, Tu t'en... quand mince, Endam, il a combattu Ouais, Murata à son premier combat au ce que Japon, j'allais te dire en plus. il gagne alors que je suis désolé, mais faut vraiment être généreux pour donner Endam gagnant, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc non, pour ça, voilà, c'est pas le genre. Regarde, quand Golovkin il est venu au Japon prendre Murata aussi, ils ont été hyper corrects avec lui et tout. Tu vois, les Japonais pour ça, je pense que ils sont très chauvins, très patriotes de fou, mais ils sont corrects. Non, je pense que franchement, Inoue en tout cas, il a l'air confiant. Donc ça, c'est impressionnant. Et quoi qu'il arrive, c'est bon pour la boxe. C'est ce genre d'affiches qui font du bien à la boxe. Ouais, totalement. Ma seule déception, peut-être, c'est que, tu vois, j'y sais, il n'y aura pas beaucoup d'ambiance parce que tu sais que les Japonais, ils parlent pas quand ils sont à un gala. Tu vois, c'est silence. Mais tu rigoles, Non, mais pourquoi? tu rigoles. Mais j'y suis allé, j'ai été dans un gala au Japon. Je peux te dire qu'ils sont chauds de ouf les Japonais. Ah, ils font du bruit dans la salle parce que, Ah, par les exemple, Japonais, je ils me sont suis chauds. retapé les combats d'Inoue et c'est Ah ouais, silence mais dans la après, peut-être salle. que c'est la prise de son, tout ça, tu vois. Mais les Japonais, moi j'étais dans un gala au Japon, il y a de l'ambiance. Ils aiment ça, ils aiment ce Ok. sport. Et je trouve qu'ils ont. Après, c'est une expression, j'ai l'impression quand même qu'ils sont plus connaisseurs. La boxe au Japon, c'est quelque chose, hein. Non, non, Ouais. non, ils, Ouais. ils suivent et tout, ils connaissent les boxeurs. Non, 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 il y a une bonne Ok. ambiance. Moi, pour y avoir assisté, je te dis qu'il y a une bonne ambiance. Et là, je pense Ok. que c'est un Américain contre un Japonais, Ouais, c'est. toujours un petit quelque chose, tu vois. Ouais, Alors, on passe à la catégorie des poids. Alors, je l'ai mis dans la catégorie des super légers, mais en réalité, ce sera un catch weight. On va en parler de ça. Qui se situera entre les légers et les super légers. Et donc, ben voilà, ça sera le 22 avril que Ryan Garcia, à 24 ans, va faire face au plus gros défi de sa carrière en affrontant Gervonta Davis, 28 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que pour Ryan Garcia, ça va être vraiment son plus grand adversaire qu'il a jamais affronté? Ouais, totalement, parce que ces deux derniers combats, c'était contre Emmanuel Tagoué et contre c'était Fortuna, Fortuna. ouais, Javier Fortuna, voilà. Donc je pense que là clairement, il va step up et c'est un grand bond parce que il affronte, on va dire, l'un des trois meilleurs des poids légers, on va dire ça. Donc ouais, c'est clairement le plus gros combat de sa carrière. Clairement. Et pour rajouter un truc à ce que tu as dit, c'est il y a un catch weight et il y a une clause de réhydratation aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Une clause de réhydratation. Ouais, ça veut dire que Ryan Garcia, en fait, il ne pourra pas monter au-dessus de, j'ai vu 146 livres, ce qui équivaut à environ 66, alors que on sait que Ryan Garcia, il est déjà monté en super léger et que quand il arrive sur le ring, lui, je pense qu'il peut monter facile à 69, 68. Tu vois, il est Ouais, imposant physiquement quand même. c'est assez intéressant ces conditions qui ont été mises. Ça montre un peu le côté stratège de Gervonta Davis et son clan.
D'ailleurs, ça fait quelques années qu'ils ont ce côté stratégique, à aller chercher tel boxeur pour récupérer tel titre, prétendre qu'ils sont champions dans tant de catégories, alors que c'est pas vraiment le cas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup dans la boxe actuelle et qu'on devrait pas défendre en fait parce que ça crée de la confusion. Ensuite, ces clauses de réhydratation, tout ça, réhydratation et de catchweight en fait, mettre des points intermédiaires. Pareil, ça embrouille un petit peu le public parce qu'on se dit, mais alors attends, ils sont dans quelle catégorie? Ils sont chez les légers, les super légers. Ryan Garcia il a décidé de monter chez les super légers. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va être un peu diminué. Tu vois, on se pose quand même pas mal de questions. Gervonta Davis, il était monté en super léger aussi, puis il était redescendu et il paraissait bien. Il paraissait bien en léger. Donc finalement, pourquoi pas faire ce combat-là en léger pour les deux? Bon, je sais pas. Bon, disons que c'est un compromis. C'est un compromis qui arrange peut-être tout le monde. Je sais pas. En tout cas, pour Ryan Garcia, c'est un combat qu'il voulait. Ça veut dire que il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il signe. Parce que tu peux être un boxeur qui appelle tous les 3 mois un nouveau nom, mais en réalité, tu signes jamais les papiers. Donc, après, tu peux dire ce que tu veux sur les réseaux. Tu peux dire oui, mais il veut pas signer. Oui, mais il me fuit. Mais là, quelque part, ça fait longtemps qu'il appelle des noms. Là, il prend Gervonta Davis, alors qu'on sait tous que Gervonta Davis, c'est un super danger pour lui. Totalement. Hein, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et ouais, il n'y a rien à rajouter, c'est totalement ça. Du côté de Gervonta Davis, comment tu perçois ce combat-là, enfin, le choix de faire ce combat-là? Est-ce que pour lui, il y a quand même un risque? Tu vois, tu le vois quand même prendre un risque, ou tu le vois être encore dans je prends lui parce que je sais que parmi les choix que j'ai aujourd'hui, c'est le moins risqué et celui qui en même temps me rapportera le plus d'argent. Non, je pense qu'il y a un risque quand même parce que peu importe ce qu'on dit, Ryan Garcia, c'est une star quand même. C'est une star, ça veut dire les yeux, ils vont être braqués sur lui. Et en vrai, la pression, elle est sur Gervonta Davis parce que à peu près, enfin, il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans de boxe qui disent que normalement, il devrait le mettre KO. Tu vois, il devrait le mettre KO parce qu'il a plus d'expérience. Il a 28 ans. Ryan Garcia, il a 24 ans. Tu vois, donc, il va avoir une grosse pression, Gervonta Davis. Mais il a accepté ce combat. Donc, il va devoir prouver ce soir-là. Il va devoir prouver. Ouais, c'est intéressant que tu le vois comme ça. C'est intéressant que tu le vois comme ça parce que tu vois, on parlait de l'expérience tout à l'heure de Inoue et Fulton. Et autant du côté de Fulton, j'acceptais ton argument qui était un bon argument. Mais là, pour moi, je pense que Gervonta a déjà eu des adversaires plus inquiétants que Ryan Garcia. Tu sais ce qui me dit qu'il a l'impression parce que dans le contrat, il y a une clause de rematch, mais que pour Gervonta Davis. Ce qui veut dire que si Garcia il gagne, Davis il a l'option de faire le rematch, mais pas l'inverse. Tu vois? Ouais, mais alors, est-ce que la clause de rematch, c'est ou pas plus un choix de promoteur qu'un choix de boxeur? Parce que tu sais qu'un boxeur, il travaille avec une équipe, un manager, un promoteur, et que le promoteur, les promoteurs, hein, je dis pas le promoteur de Gervonta, mais les promoteurs aujourd'hui, ils n'ont pas tendance à se surprotéger parce qu'ils se disent quand on a un champion qui nous fait rentrer de l'argent, un peu comme Joshua, un peu comme tu vois tous ceux qu'on a vus récemment, Wilder, ils vont absolument chercher le match revanche. Comme ça, ils s'assurent encore des rentrées d'argent pendant un petit moment, tu vois, le plus possible. Est-ce que tu crois que c'est pas plus un choix de business plutôt qu'un choix stratégique qui veut dire qu'il y a une crainte ou quoi que ce soit? C'est une question, vraiment. Ouais, moi je pense que si c'était un choix de business, il aurait mis pour les deux. Tu vois? Il aurait mis pour les deux parce que je pense que c'est un gros combat, que ça va faire beaucoup de pay-per-view. Et que si ça fait beaucoup de pay-per-view, les gens ils voudraient le revoir une deuxième fois, tu vois. Mais le fait que cette clause, elle vale que pour Gervonta Davis, pour moi, ça m'a mis une claire indication que peut-être qu'il est pas serein, peut-être qu'il a sur ses arrières ou ses promoteurs, comme tu as dit. Parce que oui, je pense plus que, en vrai, c'est ses promoteurs parce que c'est ses promoteurs qui négocient le deal, tu vois. Mais en tout cas, respect à Ryan Garcia, il a accepté beaucoup de choses que je pensais pas qu'il allait accepter. Quand même, c'est
que dans un sens, une clause de rematch, catchweight, alors qu'il a combattu quoi, 2 combats en super léger, clause de réhydratation, quand même. Franchement, il m'a étonné. Alors, je, j'ai bien aimé ta réponse, hein. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je t'avouerai, je sais pas trop. Par contre, il y a un truc, moi, qui m'a un peu fait tilt, c'est que Ryan Garcia n'est pas du tout voulu de faire son combat. Parce que, tu sais, ils ont des programmations, les boxeurs, à ce niveau-là. Quand il a commencé à négocier avec Gervonta Davis, il avait un combat de prévu après, j'ai dit le nom de son adversaire, Fortuna, tout à l'heure. Mm. Ben, il a dit non, je fais pas d'autres combats. Moi, Ouais. je négocie avec Gervonta. Et tu vois, ça, je sais pas, ça m'a un peu inquiété, dans le sens où je me dis, mais attends, tu vas faire le plus gros combat de ta vie. Est-ce que c'est quand même pas intéressant que tu continues ta progression? Surtout qu'on avait vu une évolution, je trouve, entre les 2 combats, son combat de reprise, le combat de Fortuna. Moi, je trouvais ça intéressant qu'il ait encore un combat pour continuer à être bien, soit travailler avec son nouvel entraîneur, tout ça, continuer à travailler, à avoir des repères, avant de prendre Gervonta. Et ça, je t'avoue que c'est un petit truc qui m'a un peu inquiété. Pourquoi Ouais. il a pas envie de, tu vois, de faire un combat, tu vois, avant? Ouais, je suis pareil, ça m'a un peu inquiété. Mais après, d'ailleurs, tu as parlé de son entraîneur, tu vois, Joe Goossen, il a dit que, en fait, il est focus sur Gervonta Davis. Et même en sparring, il se focus que sur Gervonta Davis. Et aussi, il voulait pas prendre le risque de se blesser. Tu vois, de se blesser, de faire une autre prépa. Donc, non, moi je pense qu'il est focus sur Gervonta Davis et qu'il veut que lui. Et ça fait des années quand même que Garcia, qu'il le cherche un peu, tu vois. Mais pareil que toi, je pense qu'il aurait dû prendre un tune-up, comme ils disent là-bas, tu vois, pour se préparer, un gaucher, dans le même style que Fortuna. Parce que là, ouais, le niveau de compétition, il va augmenter drastiquement. C'est ça. C'est dans ce Drastiquement. sens-là où ça m'inquiète un petit peu. Tu vois, Mhm. on va parler tout à l'heure de Tim Tszyu. Ça fait déjà 2 fois que je le cite. Mais moi, j'ai bien aimé que Tim Tszyu, il voulait absolument avoir un combat. Tu vois, il a pas dit j'attends que Jermel Charlo il se soigne. Il a dit non, moi je Mhm. veux faire un combat. Et après, je prends Jermel Charlo. Et tu vois, moi j'ai tendance à trouver ça plus rassurant, un boxeur qui fait ça. Tu vois. Et parce que Ryan Garcia, déjà, il est parti en dépression, donc pendant un moment, il a plus fait de boxe, il a dit qu'il a pris sa retraite. Tu vois, je trouve que à ce niveau-là, il est un petit peu inquiétant, Ryan Garcia, alors que Tim Tszyu. Et puis d'ailleurs, je trouve que ça a été intéressant, on en parlera juste après. Je trouve que c'est un combat qui lui permet de progresser, ce qu'il a fait. Bref, est-ce que tu as une petite préférence entre Ryan Garcia et Gervonta Davis? Préférence dans quel sens? Dans le sens de moi qui j'aime le plus ou une préférence de Ta qui va préférence, gagner? non, ta préférence. Cette question, tu la prends comme tu veux. Quand je te dis quelle est ta D'accord. préférence entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, qu'est-ce que tu as envie de me répondre? D'accord. Préférence dans le sens, moi je vois plus dans le sens qui va gagner, je pense. Qui je choisis pour gagner, je pense que Gervonta Davis va gagner parce que je pense qu'il a été à ce niveau plus longtemps. Et je pense que Ryan Garcia, il m'a pas montré, tu vois, ce niveau d'opposition qu'a eu Gervonta Davis. Parce que quand même, Gervonta Davis, il a été dans des combats durs, par exemple même contre Mario Barrios. Ça, c'était un combat dur avant qu'il le mette KO. Donc, il, il faudra vraiment qu'il montre ce soir-là, Ryan Garcia, qu'il fait partie de l'élite. Parce que Gervonta Davis, en vrai, il fait partie de l'élite. Il nous l'a déjà prouvé. Même si je pense que il faut qu'il fasse attention, Gervonta Davis, parce qu'il est un peu en train de régresser comparé, par exemple, au Devin Haney et au Shakur Stevenson. Moi, je pense qu'après ce combat, s'il gagne, il faut vraiment qu'il commence à prendre le gratin de la catégorie. Donc voilà. Ok, ok, ok. Et toi? De toute façon, ce combat-là va être intéressant. Alors moi, tu vois, à la question de la préférence, j'aurais plutôt répondu vers quel boxeur j'ai plus de sensibilité. Et ben, tu vois, ça va plutôt être Ryan Garcia. Plus ça approche, et plus j'aurai une préférence pour Ryan Garcia. Moi, j'ai toujours dit et toujours pensé que Gervonta allait déchirer Ryan Garcia. Voilà, ça c'est, je pense vraiment, je le pense encore, qu'il va se faire déchirer. Mais j'ai une préférence pour Ryan Garcia parce que déjà, j'aime ces boxeurs qui font démentir un petit peu
quand on parle sur eux, tu vois. J'aime bien les boxeurs qui ferment des bouches. Et Ryan Garcia, je trouve qu'il est agréable à voir boxer. C'est un mec qui va, qui envoie, il a la grinta, tu vois, comme on dit. Il a du punch. Voilà, il fait du bien à la boxe, tu vois. C'est pas un mec que je vois vulgaire sur les réseaux. C'est pas un mec que je vois faire des trucs dénigrants avec des meufs et tout, faire des photos, tu vois. Et moi, ça, bah, j'apprécie, tu vois. Tu sais, même limite, je me dis, mais en vrai, pourquoi vous le critiquez? Pourquoi lui, il vous saoule, en fait? Tu sais, des fois, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a des mecs qui font des dingueries sur les réseaux. Ça va, genre normal. Mais lui, genre, c'est quoi votre souci, tu vois? Mais des fois, j'ai du mal à comprendre l'opinion publique. Tu vois, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Et donc, je me dis, oh, s'il tape Davis, tu sais, Davis, c'est le thug, tu sais, comme c'est les Afro-Américains, je viens de la street, des histoires avec la justice et tout. Et s'il le tape, oh, il va prendre une street cred. Non, mais c'est vrai, tu sais comment ça fonctionne. De fou malade. Ouais. Oh, là, ça va être un truc de malade. Donc, en vrai, dans les deux cas, je suis assez content de la victoire. En fait, moi, c'est un combat où dans les deux cas, je serais content. Dans les deux cas, je vais passer une bonne soirée. Voilà. Mais, il y a ce truc, ce petit affect. Ryan Garcia, je l'ai toujours défendu. J'ai toujours fait des vidéos sur lui en disant que moi, je le trouvais plutôt positif pour la boxe. Et ben là, s'il tape Davis, ça serait ouf. Donc, je vois qu'il y a pas mal de gens qui réagissent un petit peu, enfin, pas mal, parmi les membres, là. Ça apprécie pas mal Garcia. Il y a Blad qui est plutôt team Garcia. Il y a Samy qui nous a fait un petit coucou, mais qui devait partir et qui dit qu'il sent que Garcia va choquer le monde. Clairement, ce serait choquer le monde. Après, il a la capacité de mettre KO. Attention. Ryan Garcia, moi, ça me fait penser un peu à toute proportion gardée, hein. Mais Thomas Ernst, il pouvait mettre KO n'importe qui, tu vois. Voilà. Quand il fait mettre KO Roberto Duran, c'était un dur de dur. Il l'a éteint, tu vois. Donc, Ryan Garcia, faut pas oublier que c'est ce genre de mec. Avec lui, ça va tellement vite, c'est tellement explosif que oui, si Gervonta il se fait connecter, et puis Gervonta il se fait toucher un peu dans ses combats. Donc c'est bien pas impossible. Hein. Je me rappelle le dernier combat, il s'est fait toucher. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi... Ouais, je pense, bien sûr. Mais c'est pour ça que pour moi, tu vois, face à des mecs comme Haney et Shakur, en fait, la seule interrogation que j'ai, et c'est la plus grosse, c'est est-ce que Garcia, il va rester discipliné pendant 12 rounds à ne pas se faire toucher? Parce qu'il est allé au tapis contre Campbell, tu vois? Parce que pour moi, dans les qualités athlétiques, il les a, Ryan Garcia. Et on l'a vu contre Fortuna, tu vois, avec son jab, avec un jab rapide. Mais est-ce que il va réussir à faire ça pendant 12 rounds? Et en Amérique, ils appellent ça le pace, c'est la vitesse. Peut-être je traduis mal, mais est-ce que quand Gervonta il va accélérer, il va pouvoir accélérer avec lui? Ça, je sais pas, parce qu'on l'a jamais vu à ce niveau. Tu vois, donc il va falloir qu'il boxe dans ce combat. Il peut pas faire la guerre avec Gervonta. Déjà, il est dur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle tank, et ça frappe. Donc on va voir, ça va être un gros événement même. Donc on va voir. Ouais, non, c'est clair. Alors, il y a des choses intéressantes qui sont dites dans le chat. Je voudrais juste reprendre Natatias qui parle de lucky punch. Garcia, pour moi, c'est pas un mec qui fait des lucky punch. Tu vois, c'est le pur puncher qui a qu'une idée en tête, c'est de te connecter. Donc c'est pas un punch chanceux, c'est un punch déter. Tu vois, c'est un chasseur. Ouais, il est électrique. Hein. Voilà, je trouve que c'est faussé. On a tendance à un peu trop l'utiliser. Le lucky punch, c'est un coup de chance, c'est un coup un peu désespéré, ce qui n'est pas le cas du pur puncher qu'est Ryan Garcia. Il y a Jérémy qui pense que Davis a plus de punch que Garcia. Alors moi, je vais aussi le reprendre si je me permets. Pour moi, Garcia cogne plus dur. On sent que c'est un mec qui fait vraiment mal à ses adversaires, tu vois, dans ses impacts et tout, dans les coups qu'il met. Par contre, le punch, tu vois, cette manière sèche de mettre un coup, pour moi, elle est du côté de Ryan Garcia. Ryan Garcia, il a ce truc de explosif, ça part à une vitesse. Exactement. C'est très impressionnant. Donc, il y a Gauthier qui nous a rejoint. Bonsoir, Gauthier. Tu veux dire un petit dernier mot ou on passe à la catégorie suivante? Ouais, non, juste pour ajouter ce que tu as dit, je suis d'accord. Je pense que Ryan Garcia, en fait, il a plus de vitesse que Gervonta, ce qui donne l'impression que c'est électrique. Quand ça part, tu vois, ça va vite. Donc ouais, je suis d'accord.
Et de toute façon, tu vois les KO, j'en parlais avec Overhand, je sais pas si vous vous rappelez, tu vois les KO qu'ils ont mis. Gervonta Davis, c'est une force qui vient beaucoup des jambes, tu vois, et remonter la force avec ses appuis, avec des mouvements de buste, tu vois, l'uppercut qu'il met à mince, le grand Léo Santa Cruz, tu vois, ça remonte, tu vois, pareil le bras arrière qu'il va mettre quand il est dans les cordes, tu vois, c'est vraiment, ça vient de la force du sol, tu vois. Et Ryan Garcia, c'est un mec qui a une vitesse d'exécution, il est très raide, tu vois, il va être très raide. Et ça va exploser au niveau du haut du corps, un peu à la Deontay Wilder. Deontay Wilder, t'as l'impression qu'il met rien dans les jambes. T'as l'impression que les jambes, elles lui servent à rien. C'est tout le haut du corps, tu vois. C'est une explosivité dans les nerfs. C'est un truc nerveux. Et t'as le coup qui part. Tu te dis, mais oh, on dirait ils ont même pas fait un mouvement classique que t'enseignes dans les écoles de boxe. Non, ça part tout seul. Et il est sorti d'où ce coup? Des fois, tu l'as même pas vu partir. Et ça, pour moi, c'est le truc du puncher. Cette capacité à solliciter les muscles très rapidement et avoir une frappe dure de ouf. Loïc Tajan dont je parlais, bon, c'était pas à l'antenne, je parlais de ça en off. Loïc Tajan, c'est vraiment ce truc, il frappe dur, tu vois. Et c'est pas des boxeurs très académiques, tu vois. C'est pas une boxe très académique. Ouais. Bref, suivant, on passe au Super Welter. En attendant que le champion unifié, Jermell Charlo, revienne de sa blessure, on a eu un combat assez intéressant. Son challenger, Tim Tszyu, qui affrontait chez lui en Australie un certain Tony Harrison. Donc, est-ce que tu as vu ce combat, Malik? Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était un très bon combat. Première chose, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, purée, le ring, il est tout petit. Je sais pas si tu as fait gaffe à la taille du... Ouais, la taille du ring, dans le contrat, ils ont négocié un ring plus petit. Donc, déjà, je me suis dit, ça va être compliqué pour Harrison de bouger, tu vois, parce que lui, il a une boxe, tu sais, il bouge beaucoup, mouvements latéraux. Mais du coup, là, le ring, il était tout petit. Et ensuite, j'ai trouvé que Tim Tszyu, il a vraiment fait le combat parfait dans le sens où il était patient. Il savait qu'il allait connecter Tony Harrison à un moment donné. Et Tony Harrison, on connaît les erreurs qu'il fait. Quand il est fatigué, il baisse sa main. Enfin, il fait des erreurs comme ça. Et il a été patient. Il a pris son temps. Je trouve que Tony Harrison, ça manquait de mouvements latéraux. Il utilisait bien le bras avant, mais il n'a pas assez connecté avec sa droite. Et puis, quand tu as un boxeur comme Tim Tszyu, il faut le dissuader d'avancer à un moment donné. Sinon, il va faire que avancer, tu vois. Et Tim Tszyu aussi, il a une bonne sélection de coups. Donc, non, je trouve qu'il a fait un combat très, très solide. Très solide. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai apprécié ce combat. J'ai trouvé qu'il a montré des belles choses, Tim Tszyu. Est-ce qu'aujourd'hui, je le vois au niveau d'un Jermell Charlo? C'est compliqué à dire, je t'avouerai, parce que Jermell Charlo, pour moi, reste encore le meilleur dans cette catégorie. Quand je vois le combat qu'il a fait contre Castagno, je me dis, est-ce que Tim Tszyu peut proposer plus? Est-ce qu'il peut proposer mieux que ça en termes d'être plus complet? Il tape, il n'y a pas de souci, il tape, mais ça me semble quand même être une marche encore un peu trop haute pour lui. Après, franchement, c'est un combat qui reste assez ouvert. Il a signé un KO très impressionnant. L'arbitre même un petit peu trop de temps à intervenir, selon moi, parce que Tim Harrison, il répondait plus trop. Ce qui a été assez fou, c'est qu'il se fait toucher au 3e ou 4e round, je crois. Il se fait envoyer au tapis. Et c'est limite là qu'il se réveille, Harrison, tu vois, dans le combat. Il va en faire plus après avoir été envoyé au tapis. Et au final, il a fini par trouver la faille. Il était très en confiance, Tim Tszyu. Tu l'as pas senti particulièrement inquiété dans ce combat-là, tu vois. Même si Harrison a tenté des choses, même si techniquement Harrison était plus varié, hein, clairement il était plus varié, plus intéressant dans sa boxe. T'as pas senti un Tim Tszyu qui était débordé, qui était inquiété, qui était touché, qui était ébranlé. Non, il a déroulé sa boxe. Et il savait qu'à un moment ou à un autre, il allait finir par le connecter à nouveau. C'est ce qui s'est passé. Et puis après, il a enchaîné. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il a touché, il est vraiment efficace, tu vois. Il ne va pas hésiter à envoyer plusieurs coups du même bras, tu vois. Non, il est assez efficace. Et donc voilà,
Je demande à voir contre Jermell Charlo. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à Tim Tszyu contre Charlo? Je pense que si Tim Tszyu il veut gagner contre Charlo, il faut qu'il l'emmène dans un combat rugueux, comme un peu Castagno dans le premier. Tu vois, Ouais. il faut qu'il se colle, il faut qu'il rende le combat un peu sale. Par contre, s'il laisse Charlo se déplacer comme il a fait dans le deuxième contre Castagno et comprendre les failles de Tim Tszyu, ça va être mort, je pense. En plus, il était là, Charlo, lors de la soirée. Tu vois, Ah, il il était en était? train de, ouais, il était là, il était en train de commenter dans les studios de Showtime, tu vois, comme c'est diffusé là-bas. Et il disait que justement, il allait utiliser ses jambes contre lui. Et il disait que aussi, par exemple, là, il a pris des coups contre Tony Harrison que s'il prend contre Charlo, donc contre lui, il serait tombé Tim Tszyu. Donc Tim Tszyu aussi, il prend quelques coups. Donc comme toi, je pense que ça va être compliqué de gagner contre Charlo, mais il y a des failles qu'il peut exploiter. Comme je t'ai dit, le premier combat contre Castagno, tu vois. Je pense qu'il faut bien qu'ils étudient Charlo. Justement, Malik, tu vois, j'allais te dire, quand t'as cité le premier combat contre Castagno, j'allais te dire, ouais, mais est-ce que Jermell Charlo, aujourd'hui, se ferait à nouveau avoir comme il s'est fait avoir dans le premier combat, parce qu'on a vu les ajustements qu'il a fait au deuxième combat, notamment. Et après, tu m'as confirmé là, ce que j'allais te dire, parce que tu m'as confirmé en disant que Jermell Charlo, justement, il a dit qu'il utiliserait plus ses jambes face à Tim Mm. Tszyu pour pas se laisser avoir comme ça. Donc, au final, je sais pas s'il va être facile à amener dans cette stratégie-là. Ouais. Aujourd'hui, Jermell Charlo, il a beaucoup évolué. Moi, je trouve que c'est un boxeur qui était, à mon sens, moins bon que son frère Jermall, Mm. mais les adversaires qu'il a rencontrés au fil de sa carrière étaient meilleurs que son frère Jermall. Et du coup, aujourd'hui, ça a fait de lui un boxeur plus expérimenté, plus complet, et qui a réussi à justement faire évoluer sa boxe au fur et à mesure des adversités qu'il rencontrait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à croire que Tim Tszyu, avec sa petite expérience, va arriver à faire tomber Jermell Charlo. Mais après, voilà, c'est pas impossible, hein. Il revient de blessure, il a été inactif. Et ça peut jouer aussi. Ouais, exactement. C'est vraiment d'ailleurs cette première défaite contre Tony Harrison qu'il a changé parce qu'après, tu vois, il a changé de coach. Il est parti avec Derrick James. Et tu vois, paradoxalement, lui, il n'est pas invaincu contrairement à son frère Germal, mais il a beaucoup plus d'expérience. Il a affronté des mecs plus durs. Donc non, il a une belle évolution, Charlot. Et puis, il est allé chercher les titres dans sa catégorie. Voilà, il est vraiment allé chercher les titres. Et c'est pour ça que j'avais pas hésité à le citer parmi les boxeurs de l'année 2022, même s'il a fait qu'un combat. Et c'était il y a longtemps, donc c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à l'oublier. Mais en vrai, ce boxeur-là, si tu regardes sur le papier, il est allé chercher à chaque fois les ceintures, il est allé unifier les titres. C'est pas, voilà, il a pas fait un combat et toutes les ceintures sont tombées, un petit peu comme Devin Haney, hein, Malik. Tu veux m'emmener sur ce terrain? Non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. On attend l'officialisation avec Loma. En attendant, on va rester patient. Ouais, attendons. Là, ça serait beau, ça serait beau. On en reparlera. Ouais, c'est un beau combat. Alors, je vais t'emmener dans la catégorie des poids super moyens maintenant. On a Diego Pacheco qui combattait à Liverpool le week-end dernier. Donc, c'était la réunion où je crois qu'il aurait dû avoir Callum Smith. Hein. Mais bon, le combat a été annulé pour Callum Smith. Et donc je voulais juste citer Diego Pacheco qui a remporté son 18e combat. Il est invaincu et c'est son 15e KO. Donc il a signé un KO assez impressionnant. Et donc ça me permet de surtout parler un peu de cette catégorie des poids moyens et pour vous annoncer que y a des combats qui arrivent, notamment notre Français Christian Mbili qui est aujourd'hui le Français, je pense, le plus proche d'une chance mondiale. Je pense qu'on peut le dire. Je réfléchis s'il y a quelqu'un d'autre, mais je crois que franchement, c'est lui qui est le plus proche d'une chance mondiale et qui va avoir un bon client, Carlos Gongora. Ça sera le 23 mars. Donc, on aura l'occasion la semaine prochaine de faire une vidéo avant combat et d'en reparler. Mais voilà, et c'est important qu'on en parle et qu'on commence un petit peu la promotion de son événement. Parce que oui, là, cette fois-ci, il a un vrai test qui pourrait lui permettre de rentrer dans le top 5. Hein. Clairement, ce combat-là pourrait le faire rentrer dans le top 5. Qu'est-ce que tu en penses, Malik? Ouais, je pense que c'est un bon test et je pense que ça peut aller vite pour Mbili dans le sens où, imaginons que Canelo il abandonne les ceintures. Après, il y a une ceinture qui se retrouve vacante. Il peut vite se retrouver aux portes d'un championnat du monde. Je
Je pense que, comme toi, c'est peut-être le Français de cette génération qui a fait les meilleurs choix, qui a eu la meilleure évolution, qui a affronté les meilleurs adversaires, tu vois, pour bâtir sa carrière, tu vois, pour bâtir sa carrière d'étape en étape. Et ça va être un gros test, mais je pense qu'il peut le passer. Je pense qu'il a toutes les qualités pour gagner. Après, c'est une catégorie relevée quand même aussi. Ouais, bah justement, on a Plent Benavides qui va arriver aussi, ça va être très Mmh. intéressant à suivre. Et justement, je pense que ça va permettre de situer un petit peu Mbili, même si c'est pas pareil s'il avait affronté l'un des deux, hein. Mais ça va quand même permettre de le situer un peu, parce que comme on va voir les combats qui vont être proches les uns des autres, on va pouvoir faire un peu des comparaisons, ça va être intéressant. Ouais. Et puis surtout, bah, tu as cité Canelo qui va peut-être laisser ses ceintures vacantes, pourquoi pas. Comme c'est en train de se passer avec Golovkin, je crois que Golovkin a laissé ses ceintures vacantes. Bah, Alvarez, lui, ça y est, il a annoncé son combat retour. Ça sera le 6 mai contre John Ryder. Je pense que tu as vu passer l'information. Qu'est-ce que tu en as pensé, Malik? Ouais, c'est ça, le 6 mai au Mexique. Je pense, la première chose que je me suis dit, c'est vraiment bien pour les Mexicains. Je me suis dit, il a déjà combattu au Mexique depuis qu'il est devenu champion du monde, Canelo, je crois pas. Je crois pas. Depuis Donc, qu'il est devenu champion du monde, il a déjà fait des combats. il a C'était il y déjà a fait un très combat. longtemps. Ok. Donc, Je ouais, vais je dire me ça, disais mais que c'est. c'était il y a longtemps, hein. Mais je crois qu'il Ok. il a déjà récupéré un titre et après il est retourné boxer au Mexique. Ok. Donc, ouais, je me dis que John Ryder, après, Ouais, il je a te mens défendu pas. son titre, excuse-moi, je te coupe. Non, c'est Il a pas grave. défendu son titre WBC World des Super Welter au Mexique. C'était D'accord. en 2011. Ah ouais, ça date. Tu vois, ça date. Il a Donc, même défendu plusieurs fois. hmm. Donc ouais, je pense que. Mais attention, John Ryder, je pense qu'il va lui poser quelques problèmes, mais je vois quand même Canelo le finir avant la limite, je pense. Je pense que c'est vraiment un combat pour le faire briller, tu vois. Et, et ouais, je pense qu'il va le finir avant la limite. Mais on s'y attendait un peu, hein. On s'y attendait qu'il allait boxer John Ryder. C'est un combat dont on entendait parler il y a longtemps déjà. J'espère qu'il va affronter le vainqueur de Benavides contre Plante. Mais bon, étant donné que ça parle d'un rematch avec Bivol, je ne sais pas trop si ça va se faire. On va voir. Alors, ouais, mon avis là-dessus, alors je pense que ça va réagir un petit peu dans le live, dans le chat. Mhm. Euh, Moi, très sincèrement, bon, ce combat contre Ryder, c'est pas une surprise parce que ça fait longtemps que Eddie Hearn commençait à nous en parler. Il parlait de le faire à Londres, tout ça. Finalement, c'est au Mexique, tant mieux. Franchement, j'avais pas trop d'espoir de voir Canelo venir boxer en Europe, très sincèrement. Voilà, Canelo, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et ils ont les Mexicains derrière eux. Et je pense qu'ils auraient eu du mal à expliquer aux Mexicains on va boxer à Londres et pas au Mexique. Voilà. Donc l'entreprise Canelo, elle a fait son choix. Ils ont fait venir l'anglais au Mexique. Et tant mieux pour les Mexicains parce que je me mets à la place. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils viennent à Londres, je t'avoue, ça aurait été génial. Mais je me dis, si un jour on a un champion du monde français, bah, je préférerais qu'il vienne défendre la ceinture en France, tu vois, à choisir. Tu vois, s'il a fait, imaginons pendant des années, il a été aux États-Unis, bah, ça me ferait kiffer qu'il vienne en France. Et puis le Mexique, voilà, en plus, contrairement à la France, c'est un pur pays de boxeurs. Donc je trouve ça bien. Maintenant, comment je vois ce combat? Canelo nous a dit qu'il avait été pas mal blessé, diminué sur ses derniers combats, pour expliquer un peu ses contre-performances. Moi, je pense que tout simplement, Canelo, il a beaucoup tiré sur la corde, et en vrai, c'est son niveau actuel, tu vois. Je pense que même s'il revient en forme, voilà, aujourd'hui, il est à ce niveau-là. C'est un excellent boxeur, mais il repasserait pas un bivol, voilà. Même contre Golovkin sur la fin, il n'a pas été brillant, Canelo, il faut le dire. Et donc, je n'attends pas. Pourtant, il est jeune, hein. Pourtant, il est encore jeune, Canelo. Ouais, il est jeune, mais enfin, t'as vu comment il a tiré sur son corps, les montées de poids, monter, descendre en très peu de temps, et surtout, c'était pas vraiment une montée naturelle, sans mauvais jeu de mots, tu vois, dans le sens où tu vois un Inoue, il monte rapidement, mais il suit sa courbe de poids naturelle, tu vois, il était jeune, il prend du poids, il fait vite des combats pour monter, pour être mieux dans sa peau.
Canelo, C'est il est ça. allé chercher un titre là, un truc là, défendre son titre là. Il monte dans une catégorie, il a encore il a encore des titres en poids moyen, alors qu'il monte en mi-lourd. Tu vois, et ça, un jour ou l'autre, ton corps, il te le fait payer. Ton corps, il te fait payer ça, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, Canelo, et puis surtout, il a fait des grands défis dans sa carrière, Canelo. Ouais. Faut pas oublier. Enfin voilà, il a fait des grands combats, des grands défis, et il a laissé des plumes. Donc oui, certes, il est jeune sur le papier, mais il est vieux dans la boxe. Tu te rends compte que là, je viens de te dire qu'il a défendu son titre WBC en 2011 au Mexique. Mais t'imagines, on est en 2023. Et depuis, combien il a fait de championnat du monde, Canelo? Combien il a fait de défense de titre? Combien il a fait de combats contre des champions du monde? C'est impressionnant. Il a une carrière extraordinaire. Et puis, il a commencé la boxe très jeune. Il était mineur encore quand il commence la boxe professionnelle. Donc, là, il a un corps usé. C'est un boxeur qui est sur la fin. Et donc, je pense que... Alors, je vais dire rapidement un peu comment j'imagine ce combat-là. Je m'attends à un Canelo j'espère en tout cas pour lui, qui va pas chercher à rentrer dans le dur tout de suite, forcément à chercher le KO absolument, plutôt qu'il va travailler, qu'il va jouer technique, se déplacer, être intouchable. Et si le KO vient, il n'hésitera pas à le prendre et à le mettre KO. Donc oui, il pourra largement finir avant la limite, mais je vois pas forcément un Canelo qui va chercher à abréger le combat rapidement, tu vois. Voilà mon avis sur ce combat-là. Ok. Non, pour Il y revenir a Vlad qui confirme, il paye ses changements physiques, il nous dit. Ouais, non, Voilà, en bien fait, sûr. ils ont dit exactement ce que j'ai dit. Tu vois, il y a Mani Boumaye qui dit, alors Mani Boumaye que je salue, c'est lui qui fait les illustrations de la chaîne maintenant. Il est jeune, mais il boxe depuis 16 ans en pro, un truc comme ça. Canelo, non, tu vois, donc il confirme exactement. Enfin, il pose la question et j'ai répondu sans l'avoir lu juste après. Il en a trop fait poids combat dans trop de catégories. Je monte, je descends, je remonte, etc. Ça use de fou. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça, je pense que Canelo, il l'a payé surtout l'année dernière. Donc, on va voir dans quel état il va revenir. Ça va être quand même très intéressant, même contre un John Ryder, de voir le Canelo qu'on va retrouver. Mais logiquement, il va être largement au-dessus de John Ryder. Ouais, je pense qu'il va être largement au-dessus. Et puis, ça ferait quand même vachement chier que ce soit John Ryder qui arrête la carrière de Canelo. Ouais, c'est pour ça, moi j'ai envie qu'il nous offre les combats avec Benavidez, avec possiblement le rematch avec Caleb Plant, parce que, en fait, Canelo, comme tu as dit, il a une illustre carrière, donc j'ai pas envie qu'il parte face à des no-name, enfin, sans lui manquer de respect à John Ryder, mais tu vois, comparé au Caleb Plant, au Benavidez, à la génération montante, tu vois, j'ai envie qu'il nous offre des beaux combats, parce que de toute façon, tu vois, il a perdu contre Bivol, mais les gens ils vont pas oublier, mais ils vont passer outre ça, tu vois, parce que Canelo c'est un boxeur incroyable, mais je pense qu'il faut qu'il nous offre ses combats avec Benavidez, un combat de Mexicain, tu vois, c'est un gros combat. Bah, t'imagines au Mexique, Benavidez Canelo? Bah oui, c'est incroyable. Mais avec sa déclaration, il m'a fait peur, je te mens pas, hein. Quand il a dit il affrontera pas de Mexicain, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu C'est de la racontes? politique, ça, Malik. C'est de la politique. Mm. Donc, en tout cas, il y a Mani Boumaye qui nous dit que Benavidez l'use bien comme il faut, comme ça, le Mbili le tape pour vivre. Pour venir à Ryder, je le vois pas finir le combat. Effectivement, c'est un bon combat retour pour Canelo. Je suis assez d'accord avec qui va le faire briller. Ouais, c'est un combat qui va le faire briller, je pense, Canelo. Ouais. Et qui va quand même lui donner une petite opposition parce qu'aujourd'hui, John Ryder, il est classé numéro 2 box-rec. Donc en soi, c'est pas non plus. Il sort pas de nulle part, John Ryder. Voilà, c'est ça qu'il faut reconnaître, il sort pas de nulle part. Ah, il a battu Zach Parker. Je vais faire un petit mot sur les mi-lourds, mais sachez que je referai une vidéo dédiée à cette catégorie jeudi. Alors sûrement jeudi prochain. Sortira jeudi ou vendredi le podcast. J'inviterai Fred Julan parce qu'en fait c'est sa catégorie. Donc Fred Julan, je vous rappelle que c'est mon partenaire avec Boxing Culture qui fait les stages à New York, les stages de boxe anglaise à New York. Et Fred Julan, il viendra nous dire un petit mot sur son dernier combat. Et on parlera de cette catégorie des mi-lourds parce que le week-end prochain, on va avoir aussi Zurdo Ramirez qui va affronter Gabriel Rosado. Donc on en rediscutera à ce moment-là. Donc dans le prochain podcast. On va passer à la catégorie des lourds.
Malik, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur le combat de ce week-end? Je pense que tout le monde est au courant qui écoute ce podcast à l'heure actuelle. Tony Yoka, 30 ans, qui a connu sa deuxième défaite chez les professionnels contre Carlos Takam, 42 ans. Alors voilà, Malik, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ta carte blanche. Moi, j'ai fait mes vidéos réactions, j'en reparlerai prochainement. Normalement, au moment où sort ce podcast, j'ai sorti une vidéo dédiée à Carlos Takam, parce que je trouve que c'est important de lui rendre un certain hommage et de parler de lui en particulier avant de revenir à Tony Yoka, parce que forcément, on va revenir à Tony Yoka. Mais cette fois-ci, je me tais et je laisse Malik nous parler de ce combat. Le combat de ce week-end, déjà, j'étais déçu pour Tony Yoka, donc de la défaite. Ensuite, ce qui s'est passé sur le ring, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Déjà, la tactique, j'ai pas trop compris parce que Takam, il est petit, Yoka, il est plus grand. Donc, je me disais qu'il aurait fallu plus utiliser son allonge de loin parce que des fois, il est venu se coller. Mais je sais pas si c'était judicieux de se coller étant donné que Takam, il était plus puissant que lui, tu vois. Deuxième chose, c'est le coaching aussi de Virgil Hunter. Tu vois, j'écoutais les instructions qu'il lui donnait lors des pauses et je trouvais que c'était plus du coaching mental. Il lui disait des choses comme reste dans ce combat, c'est toi le champion. Mais peu de fois, il lui expliquait ce qu'il devait faire techniquement, tu vois, pour gagner ce combat. Et j'ai trouvé, comme tu as dit dans tes vidéos, que Yoka, mentalement, il n'était pas là, tu vois. Après, s'agissant de Takam, comme je te disais, pour moi, c'était pas un Takam totalement différent qu'on a l'habitude de voir. Il était à fond. Il a joué, enfin, il a joué son coup à fond. Et il était puissant. Et voilà, il a fait le combat qu'il devait faire, tu vois. Donc voilà. Déçu Malik, pour Yoka. Encore un petit mot que tu veux dire en cette fin de vidéo. On a abordé tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu aurais encore une info ces derniers temps qui est passée, qui t'a marqué? Une info, j'attends vraiment le combat Fury-Usyk, comme beaucoup de gens, vu qu'on est dans les poids lourds. Je te mens pas, ça commence à m'énerver. J'entends tout et son contraire, donc j'attends seulement. J'espère que ça va se faire pour c'est quoi, le 29 avril, je crois, normalement? Le 29 avril, Franchement, j'en sais j'espère. rien. Moi, je sais plus qui croire. J'ai aucun doute sur le fait que Usyk veuille ce combat. Maintenant, la question, c'est est-ce que Fury, il veut vraiment? C'est ça la question. Tu vois? C'est vrai qu'on est en manque de belles affiches. Il y a Jérémy qui l'a rappelé dans les commentaires. On est clairement en manque de belles affiches en ce début d'année. C'est un début d'année qui est bien timide. C'est assez incompréhensible. Quelque part, heureusement qu'on a Gervonta Davis contre Ryan Garcia. J'ai envie de dire, je le dis, hein, je l'ai dit depuis le début. Presque on s'en contente un peu, tu vois, de ça. Moi, en soi, moi j'ai toujours dit que ça aurait dû être une affiche bonus. On aurait dû avoir les grosses affiches qu'on espérait. Et en bonus, Gervonta contre Ryan Garcia. Et là, en fait, cette affiche qui aurait dû être une affiche bonus devient l'affiche de notre année. À la limite, c'est l'événement de l'année. Alors, ça ne devrait pas être ça, l'événement de l'année. Mais bref, c'est comme ça, la boxe, c'est comme ça. Moi, je pense que tout ira bien mieux. Voilà, le soleil va revenir quand l'empereur Bronner, le plus terrible boxeur de cette génération, va revenir. Là, tout ira mieux. Ne vous inquiétez pas. Voilà, croyez en Bronner. Gardez la foi en Bronner. Il va revenir. Et là, franchement, vous allez voir. La boxe va redevenir le sport numéro 1. Malik, tu connais la formule de fin? Ouais, juste un message à tous ceux qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne pour minimum 1,99€ par mois. Pour vous, c'est rien, mais ne serait-ce que 50 personnes qui rejoignent la chaîne, ça peut aider JC à nous donner plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas. Merci Malik, merci beaucoup. C'est très sympa de ta part, voilà, de faire un petit rappel. C'est vrai que moi, je suis assez nul pour ça. J'essaie de faire des efforts maintenant, de rappeler plus souvent. Mais surtout que c'est sympa. Moi, j'aime bien ce truc des membres. C'est un truc que j'ai mis longtemps à faire. Je me retenais beaucoup. Et en vrai, c'est assez sympa. On essaie chaque semaine d'avoir un petit peu des échanges entre nous, d'avoir des trucs un peu privés. Et c'est plutôt cool.
Donc, écoutez, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Totalement. Donc, les gars, on se dit à la prochaine. Malik, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Moi, je t'attends s'il y a eu officialisation de Spence Crawford ou même Aneloma. Voilà, ça c'est les Ouais, deux plutôt sujets où Aneloma. tu seras invité, invité VIP. Ouais, Aneloma, bientôt, ce sera le 20 mai à Las Vegas en pay-per-view, comme on dit. Donc, c'est bientôt l'officialisation, je pense. Après, Crawford Spence, je me suis déjà loupé une fois, je vais me taire, hein, c'est mieux. Après, c'est pas vraiment ta faute, Malik, c'est pas vraiment ta faute. Franchement, ils sont pénibles, ils sont pénibles. Franchement, il y a à nous faire attendre comme ça. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, voilà, vous connaissez la formule, vous connaissez les classiques. Je vous dis à la prochaine. Fighting!